Oui, ça va, ils sont là, je les vois. Non, je plaisante, je ne vous vois pas malheureusement. Je me sens d'ailleurs un petit peu seul, j'imagine que certains d'entre vous aussi. Donc, écoutez, c'est la première vidéo de cours que nous réalisons ensemble et nous risquons de travailler comme cela pendant plusieurs semaines, je le crains. Donc, en fait, qu'est-ce que vous allez faire? Il va falloir quand même que je vous donne quelques directives aujourd'hui, avant même de commencer la nouvelle séquence, que je vous donne quelques directives pour que vous puissiez effectivement suivre les cours de français dans de bonnes conditions. Qu'est-ce que ça veut dire dans de bonnes conditions? Ça veut dire qu'en fait, vous avez trois outils qui vont vous permettre, vous voyez bien le chiffre 3, non, par ici. Trois outils qui vont vous permettre de travailler. Vous avez Pronote, It's Learning, et vous avez aussi YouTube, puisqu'en fait, je vais me créer une chaîne YouTube sur laquelle je vais mettre des vidéos en ligne au jour le jour, c'est-à-dire pour chaque cours de français que je vais faire, d'accord? Donc en fait, ces vidéos, évidemment, sont accessibles directement sur la chaîne YouTube. Si vous tapez, par exemple, Pascal Fiaski, j'y reviendrai tout à l'heure, vous trouvez directement les cours. Vous allez voir aussi les cours pour ma classe de 6e. Vous pouvez aussi vous rendre sur Pronote pour voir le travail que vous avez à faire en français, puisque tout le travail sera mis sur cet outil. Et enfin, vous pouvez vous connecter sur It's Learning, d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'aujourd'hui, c'est le premier jour de télétravail pour la plupart des élèves du lycée français, et qu'en fait, Pronote rame, parce que tout le monde est connecté, et It's Learning rame de la même manière. Donc, en fait, si jamais vous n'arrivez pas à vous connecter sur Pronote ni sur It's Learning, le geste que vous devez avoir automatiquement, c'est d'aller sur YouTube et de regarder ce que j'ai mis en ligne, puisque les différentes vidéos que je vais donc créer seront répertoriées de la manière suivante. Il y aura le nom de la classe et le jour de la classe. D'accord? Alors, je vais vous montrer tout ça. Donc, voyons voir. Ici, vous voyez, vous êtes sur Pronote. On va supposer effectivement que Pronote fonctionne convenablement. En fait, dans cette zone que vous voyez ici, d'accord, dans cette zone-là, c'est une zone dans laquelle je vais marquer ce que je prévois de faire avec les élèves. Et en fait, je ne vais ni plus ni moins que noter ce que je vais faire dans la vidéo. D'accord? C'est-à-dire la classe que je vais créer de manière numérique. Ça, c'est donc pour la partie haute que vous pouvez voir uniquement si vous allez ici, donc dans le cahier de texte. Moi, vous voyez, j'ai plusieurs choses ici que vous n'avez pas parce que vous n'êtes pas encore enseignant ou que vous voulez pas être enseignant. Vous avez en fait ici, vers là, donc un onglet qui s'appelle cahier de texte et donc vous pouvez voir à la fois ce que je note ici et à la fois ce que je note en bas, c'est-à-dire les devoirs à réaliser. Donc regardez, je vais agrandir la zone de saisie ici, je vais l'agrandir encore plus pour vous montrer de quoi il retourne. Par exemple, vous voyez ici, j'ai créé pour ma classe de 6e 8, pas encore pour vous puisque évidemment vous n'aurez cours avec moi que demain, mais j'ai créé, vous voyez, pour ma classe de 6e, eh bien une petite note pour dire le travail à faire. Donc je vous lis par exemple, regardez attentivement la vidéo cours, elle dure 1h10 environ. Cette vidéo correspond en réalité à 3 heures de travail avec ce doc, vous êtes tranquille jusqu'au 19 mars. Donc vous voyez, en fait, sur Pronote, j'indique le contenu de la vidéo dans la partie haute de Pronote et dans la partie travail à faire à la maison, je vous indique qu'il faut regarder la vidéo et qu'éventuellement, il faut faire un travail sur It's Learning. En fait, vous pouvez considérer d'ores et déjà que la vidéo à elle seule est suffisante pour pouvoir suivre le cours de français dans de bonnes conditions, puisque je vais créer en fait de petites vidéos, enfin petites, des vidéos en général de 3/4 d'heure, 1 heure pour chaque cours de français. Pourquoi 3/4 d'heure alors qu'un cours dure 1 heure? Parce qu'en fait, quand je vais vous demander par exemple de noter un titre ou de faire un travail, évidemment, je ne vais pas attendre. Je vais arrêter la vidéo et je vous demanderai de faire pause dans la vidéo et de reprendre la lecture par la suite. Ça va? Est-ce que c'est compris? Est-ce que tout va bien? Donc, je reviens maintenant sur Pronote. Donc, vous voyez, sur Pronote, effectivement, j'ai, comme je vous ai dit, le travail à faire. Mais vous pouvez aussi vous connecter sur It's Learning. Tenez, on va voir, on va tester. Voulez-vous vraiment partir? Oui, je m'en vais. Hop. Donc, on va aller sur It's Learning. Si toutefois, la connexion fonctionne, ce que je ne vous garantis pas, parce qu'effectivement aujourd'hui c'est l'enfer. Vous voyez par exemple ça tourne. Donc si c'est pas possible, c'est pas grave. Mais en tout cas sur It's Learning, qu'est-ce que vous allez faire? Comme d'habitude, vous allez prendre la séquence qui est en cours. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle séquence.
et vous allez chercher donc les documents que je mets en ligne à votre disposition. Ça va? Voilà, donc par exemple ici, je suis sur la page It's Learning, je me connecte, vous voyez que c'est très très long. Voilà, en attente de réponse évidemment. À mon avis, je ne vais pas pouvoir me connecter, donc pour pouvoir aller plus vite, je vais arrêter la vidéo. Bien, donc It's Learning ne s'est toujours pas connecté, j'ai attendu un petit moment sans succès, j'ai essayé aussi de faire 3 prières et quelques incantations, ça n'a rien donné, ce n'est pas grave. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est intéressant, vous n'avez pas Pronote, vous n'avez pas It's Learning. Qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste la chaîne YouTube donc de votre professeur de français. Donc en avant, je vous montre tout ça. Donc regardez ici, vous voyez, je suis sur... Voilà, je suis sur mon tableau de bord, en fait, je me connecte, je vais sur YouTube. Bon. Ou vous tapez par exemple YouTube dans le moteur de recherche Google. J'espère quand même que je vais arriver à... Voilà, ça fonctionne, effectivement, il n'y a pas de problème. Et là, donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez taper mon prénom, d'accord? Vous tapez mon prénom, plus mon nom de famille, voilà. Et vous allez normalement, si tout va bien, voilà, vous allez tomber sur ma chaîne YouTube, voilà. Alors évidemment, je n'ai pas encore mis en ligne les vidéos pour la classe de 3e parce que je les gère au fur et à mesure. Vous vous doutez bien que c'est pas évident. Vous voyez là par exemple, j'ai 2 vidéos, d'accord? Pour ma classe de 6e 8 parce que c'est la classe que je devais avoir lundi et mardi, donc c'était des vidéos qui étaient prioritaires. Et ensuite, lorsque vous allez donc décider de regarder la vidéo qui vous concerne, il suffira de cliquer en fait dessus et là naturellement vous tombez sur la vidéo, d'accord, qui est plus ou moins longue. Donc vous me revoyez, vous me voyez 2 fois, vous voyez c'est une mise en abîme. Vous voyez par exemple ici la vidéo dure 33 minutes, ben, c'est comme un cours en fait, ça va pas trop faire de différence. C'est comme si nous étions ensemble dans la salle C104 pour faire un cours de français. Vous allez voir d'ailleurs que j'utiliserai les outils habituels comme par exemple Interwrite, Quizlet, Kahoot, etc., etc. Enfin bref, les outils qui vous sont familiers. Donc, est-ce que jusqu'à présent tout va bien? Oui, je vais pas trop vite, on est d'accord? 3 méthodes, je teste Pronote, je teste It's Learning. Si It's Learning et Pronote ne fonctionnent pas, je vais sur YouTube, je regarde, je tape Pascal Fiaschi ou je m'abonne à la chaîne du professeur de français. Et là, je regarde tout simplement la vidéo donc qui concerne le jour de cours. C'est-à-dire, j'ai cours le mercredi, on va dire, je sais pas moi, le 14 avril, de 8h30 à 9h30. Je sais qu'il y a une vidéo qui va s'appeler 3e 9, 3e 9, donc cours du 14 avril de telle heure à telle heure. D'accord, l'heure je la précise pas en général parce qu'en fait c'est uniquement sur un jour. Ça va, c'est clair pour tout le monde. Donc je vais maintenant vous présenter une nouvelle séquence pédagogique. Je vous rappelle qu'on a travaillé sur plusieurs séquences. On a travaillé sur l'autobiographie, sur la Première Guerre mondiale, sur la Deuxième, et donc on en est à la quatrième séquence que je vais vous présenter. Alors, très important, considérez qu'à partir du moment où vous regardez cette vidéo, ça veut dire que devant vous, vous avez votre cahier de français, d'accord? Vous avez, outre votre cahier de français, un stylo bleu ou un stylo noir pour noter le cours de français, une règle pour souligner quand je vous demande de souligner et non pas pour taper sur votre petit frère ou votre petite sœur. Ok, vous êtes chez vous, je peux pas vérifier ce que vous faites. Et donc, à partir, quand je vous donnerai des consignes, il faudra bien évidemment, respecter ces consignes-là. C'est qu'à un moment donné, je vous dirai par exemple, ouvrez votre cahier, prenez une nouvelle page, inscrivez le titre de la séquence, etc., etc. On fait exactement comme si l'on était en classe, ça va, c'est clair, et jusqu'à ce qu'on revienne au lycée français tous ensemble, j'espère que ce sera le plus vite possible parce que j'en peux plus. Enfin bref, ça va? Alors, je vais vous présenter la nouvelle séquence pédagogique en avant. Donc, hop, on va sortir de tout ça. Je vais donc aller sur la première page de mon document Interwrite. Donc vous reconnaissez ici la barre Interwrite que j'utilise en classe entière. Vous voyez que ça ne fait pas trop de différence avec les habitudes. Alors,
Pour l'instant, tant que je ne vous demande pas de noter quoi que ce soit, vous ne faites strictement rien, vous écoutez comme d'habitude votre professeur de français. La seule différence, c'est que vous ne pouvez pas intervenir. Donc en fait, je vais déjà vous donner le titre de la nouvelle séquence pédagogique que nous allons travailler ensemble. Voilà. Donc c'est pas ce, vous voyez par exemple là je me trompe parce que je suis pas sur la bonne page. Donc on recommence. Voilà. Le titre est le suivant. Voilà, séquence 4, le dialogue argumentatif, et en séance 0, je vais présenter la séquence, ce qui veut donc dire que durant la séance 0, vous n'allez strictement rien faire. On y est. Donc, en fait, il y a, comme vous le savez, dans une séquence, plusieurs textes que l'on travaille ensemble, que l'on peut travailler du point de vue de la lecture ou du point de vue des outils de la langue. Et donc, j'ai choisi plusieurs textes que j'ai classés en fait par ordre chronologique. Le texte le plus ancien, c'est en fait un texte donc c'est un extrait de l'œuvre de Denis Diderot que vous voyez apparaître sur l'écran. Le texte s'intitule Entretien d'un philosophe avec la maréchale II. C'est un texte du XVIIIe siècle. Diderot, vous le savez, je vous en ai parlé, est un encyclopédiste, c'est un philosophe des Lumières. Il a en fait commencé à écrire un texte qui est très peu connu, qui s'intitule Les Pensées philosophiques, qui est un texte antichrétien, et à partir de là, évidemment, il s'est lancé dans la polémique antichrétienne. Le texte que je soumets à votre attention, d'accord, ce texte-là, L'entretien d'un philosophe avec la maréchale II, ne sera pas étudié de manière exhaustive parce que c'est beaucoup trop long. Je prendrai un extrait très court. En fait, c'est un extrait qui concerne l'utilité ou la non-utilité, si je puis dire, de la religion chrétienne. D'accord ? Je vais vous montrer une deuxième édition de cet entretien d'un philosophe avec la maréchale II. Voilà, c'est donc une deuxième édition du texte, encore une fois, qui est difficile, qui est ardue, qui normalement s'analyse plutôt en classe de première, mais j'ai pris un extrait qui est relativement facile et que je vous expliquerai. Donc ça, ce sera la première séance. D'accord ? Après avoir travaillé sur ce philosophe des Lumières, d'accord, Denis Diderot, je vais vous proposer un texte de Roger Martin Dugard. Le texte s'intitule Les Thibauts. Alors en fait c'est une saga, c'est pas exactement un texte. Les Thibauts, donc c'est l'histoire d'une famille, donc qui s'échelonne sur plusieurs volumes, et il y a un volume dans lequel on trouve des conversations particulièrement intéressante sur la Première Guerre mondiale. Donc, comme il s'agit de travailler sur le discours argumentatif, il m'a paru opportun de prendre un texte extrait de cette œuvre-là. D'accord ? Je vous montrerai ce texte, on l'analysera en classe évidemment. Alors, si je reviens un petit peu, voilà, ici, donc c'est évident qu'entre le premier texte du XVIIIe siècle qu'on va travailler et le deuxième, il y aura forcément un maillon qui sera un maillon grammatical, c'est-à-dire qu'entre les deux, je vais évidemment faire une leçon d'orthographe, de grammaire ou de vocabulaire qui sera liée au texte de Diderot, avant d'analyser le texte donc de Roger Martin Dugard, extrait des Thibauts. Ça va ? Et enfin, je vous présenterai donc une autre œuvre et un autre texte. Il s'agit donc de Jean-Christophe Ruffin. Donc, pardon, le texte s'intitule Globalia. L'auteur, c'est Jean-Christophe Ruffin. Et donc, même chose. Ce qui m'intéresse ici, c'est le dialogue argumentatif. Et donc, à l'intérieur de cette œuvre-là, il y a un dialogue très intéressant entre deux personnes qui ont fui un territoire. Donc, je vous en parlerai là encore une fois plus en avant. Donc, si je regarde bien attentivement tout ça, en fait, comment est-ce que j'ai travaillé avec? Comment est-ce que j'ai conçu ma séquence? C'est ce texte-là, le texte donc de Denis Diderot que je fais apparaître ici, que j'encadre, est un texte que j'ai organisé comme un brevet blanc. D'ailleurs, au départ, en toute objectivité, ça devait être un brevet blanc. Et puis mes collègues ont fait le choix d'un autre texte. Donc du coup, on l'a laissé de côté. Donc je vous présenterai en fait un brevet blanc autour du texte intitulé Entretien d'un philosophe avec la maréchale. D'accord ? Le texte qui s'intitule Les Thibauts, donc, n'est pas un texte que j'ai organisé comme un brevet blanc, d'accord ? Ce sera juste une page de manuel avec des questions. Et quant au dernier texte que je vous présenterai, Globalia, pour le coup, le texte correspond donc au vrai brevet qui a été proposé l'année dernière, d'accord ? Voilà, qui s'est plutôt bien passé pour l'ensemble des élèves du LFB.
Je continue. Je vais quand même faire une petite pause quand même, voilà. J'aimerais maintenant vous donner quelques précisions sur les écrivains et les textes, d'accord? Donc, on a beaucoup de choses à dire, vous vous en doutez. D'ailleurs, je n'ai pas respecté les consignes. Il aurait fallu que j'abordasse, subjonctif imparfait, la biographie de Diderot maintenant et non pas avant, comme voilà. Mais bon, c'est pas, Diderot avait l'habitude des digressions, vous voyez, j'en fais moi aussi. Donc, quelques précisions. Tenez, je vais d'abord vous montrer un portrait de Denis Diderot, vous voyez ici. Donc, c'est un portrait qui a été réalisé par Louis-Michel Van Loo, qui est en fait un Aixois, il a vécu à Aix-en-Provence, portrait qui date de 1767. Donc, évidemment, ce n'est pas une photo, vous avez compris, c'est une peinture, parce qu'au XVIIIe siècle, la photographie n'existait pas. Donc, Diderot, comme je vous l'ai dit, est un encyclopédiste. Ici, il est représenté à sa table de travail en train de rédiger des lettres. Et oui, parce que, outre le fait que Diderot ait écrit une bonne partie de l'encyclopédie, eh bien, on connaît aussi une correspondance volumineuse entre Diderot et sa bien-aimée Sophie Voland, correspondance dans laquelle Diderot, eh bien, s'épanche sur un certain nombre de problèmes de son actualité. Voilà, je continue avec le deuxième texte, vous vous en souvenez, je vous parlais effectivement aussi, donc Denis de Rossella, je vous parlais aussi de Roger Martin Dugard et Thibault, et bien voici donc ici un portrait, alors pour le coup c'est un portrait oui, mais c'est une photographie en noir et blanc de Roger Martin Dugard, photographie anonyme donc, qui date de 1937, comme je vous l'ai dit, Roger Martin Dugard est un écrivain prolifique, qui a écrit donc toute une saga, voilà, et qui s'intéresse beaucoup aux problèmes de son temps, qu'il envisage avec beaucoup de, comment dirais-je, de neutralité et de clairvoyance, voilà. Le troisième texte que je soumets à votre attention a été écrit, regardez, je vous remonte le troisième texte, par Jean-Christophe Ruffin, il s'agit de Globalia, et donc, je vous montre ici, voilà, une photographie de Jean-Christophe Ruffin, donc, qui a été prise en 2013 et qui est aussi une photographie anonyme. Si vous voulez en savoir plus sur ces auteurs, vous savez que vous pouvez très bien aussi donc aller sur Internet et taper le nom de chacun de ces auteurs dans un moteur de recherche. Regardez par exemple ici, j'ai tapé Roger Martin Dugard, j'ai donc une biographie de cet auteur sur Wikipédia, je peux l'ouvrir devant vous, voilà. Donc, vous retrouvez d'ailleurs la photo que j'ai mise en ligne. Donc là, bien sûr, on vous parle de sa vie, de ses études, l'écrivain en tant que tel. Et vous savez que sur Wikipédia, systématiquement, vous avez un listing des différentes œuvres, d'accord, que vous voyez ici en bleu. On peut faire exactement la même chose pour Jean-Christophe Ruffin, faire une recherche sur Wikipédia, effectivement, et connaître un petit peu mieux la vie de cet auteur, d'accord? Ça va pour tout le monde? Donc, je vais maintenant revenir donc sur Interwhite, et donc, je ne peux pas non plus faire une présentation trop exhaustive de ces auteurs et de ces textes, parce que sinon ma vidéo va être trop longue. J'aimerais faire des formats de vidéo d'1 heure, au maximum 1h15. Allez, 1h30 à tout casser, mais pas plus. Quoi qu'il en soit, donc vous avez déjà quelques informations qui vous permettent d'y voir un petit peu plus clair au niveau de l'organisation de la séquence. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aborder ensemble le premier texte. Vous voyez que c'est exactement comme si nous étions en classe. C'est-à-dire vraiment, je vous parle, vous écoutez, enfin du moins je l'espère, vous êtes connectés, je l'espère aussi. Et quand je vous dirai de noter des informations, vous les noterez. D'accord? Quand je vous demanderai d'écouter, vous le ferez aussi. Donc, on va aborder le premier texte. Pour l'instant, le stylo, vous le laissez. Le cahier, même chose. On va lire un texte, le découvrir ensemble, et à la suite de cela, je vous demanderai de noter un certain nombre d'informations. Allez, en avant. Alors, de quel texte s'agit-il? Il s'agit en fait d'un texte de Diderot intitulé donc Entretien d'un philosophe avec la maréchale de. Regardez, c'est le texte donc que je vous ai montré ici. Vous voyez ce texte-là? Voilà. Donc je vais retourner à la page que j'ai laissée, parfait, et je vais vous lire le texte attentivement. Je vous rappelle que l'objectif, c'est de travailler sur le dialogue argumentatif. D'accord? J'ai sur le côté, en fait, des notes de bas de page qui correspondent à quoi? Qui correspondent tout simplement à des définitions de mots difficiles. Comme Diderot est un auteur du XVIIIe siècle, il y a certains mots sans doute dont le sens vous échappe. Donc, je prendrai soin de définir chacun des mots quand le cas échera, quand le cas se présentera. D'accord? Tout va bien? Alors, autre chose.
Les textes que nous allons analyser donc ensemble, bien sûr, seront sur It's Learning, d'accord? Je créerai une nouvelle séquence sur It's Learning avec un listing de tous les textes que l'on travaille. C'est-à-dire que je mettrai des documents PDF sur tous les textes. Vous pouvez lire les textes sur la vidéo, mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, consulter les textes sur It's Learning et pourquoi pas aussi les imprimer si vous en avez besoin. Ça va? C'est clair pour l'organisation du télétravail? Alors, on continue. Donc, c'est un dialogue, ce qui veut donc dire que je ne vais pas, comme au théâtre, je ne vais pas dire Diderot la maréchale, Diderot la maréchale. Pourquoi? Parce que ce serait extrêmement fastidieux. Vous l'avez sous les yeux et vous savez exactement qui parle, vous n'avez pas besoin que je le répète. Bien. Madame la maréchale, y a-t-il quelque bien dans ce monde-ci qui soit sans inconvénient? La maréchale, pardon, aucun. Et quelque mal qui soit sans avantage? Aucun. Qu'appelez-vous donc mal ou bien? Le mal, ce sera ce qui a le plus d'inconvénients que d'avantages. Et le bien, au contraire, ce qui a plus d'avantages que d'inconvénients. Madame la maréchale aura-t-elle la bonté de se souvenir de sa définition du bien et du mal? Je m'en souviendrai. Appelez-vous cela une définition? Oui. C'est donc de la philosophie? Excellente. J'ai fait de la philosophie? Ainsi, vous êtes persuadé que la religion a plus d'avantages que d'inconvénients. Et c'est pour cela que vous l'appelez un bien. Oui. Pour moi, je ne doute point que votre intendant ne vous vole un peu moins la veille de Pâques que le lendemain des fêtes. Et que de temps en temps, la religion n'empêche nombre de petits maux et ne produise nombre de petits biens. Petit à petit, cela fait somme. Mais croyez-vous que les terribles ravages qu'elle a causés dans les temps passés et qu'elle causera dans les temps à venir soient suffisamment compensés par ces petits avantages-là? Songez qu'elle a créé et qu'elle perpétue la plus violente antipathie entre les nations. Il n'y a pas un musulman qui n'imagina faire une action agréable à Dieu et au saint prophète en exterminant tous les chrétiens qui, de leur côté, ne sont guère plus tolérants. Songez qu'elle a créé et qu'elle perpétue dans la même contrée des divisions qui se sont rarement éteintes sans effusion de sang. Notre histoire ne nous en offre que de trop récents et de trop funestes exemples. Songez qu'elle a créé et qu'elle perpétue dans la société, entre les citoyens et dans la famille, entre les proches, les haines les plus fortes et les plus constantes. Le Christ a dit qu'il était venu pour séparer l'époux de la femme, la mère de ses enfants, le frère de la sœur, l'ami de l'ami, et sa prédiction ne s'est que trop fidèlement accomplie. Bien, maintenant j'aimerais que l'on envisage la question du vocabulaire car le texte n'est pas facile. Donc je vais relire le texte et faire apparaître ici les définitions dont vous avez besoin pour l'intelligence de ce texte. Madame la maréchale, y a-t-il quelque bien dans ce monde-ci qui soit sans inconvénient? Vous voyez ici, je fais apparaître la définition d'inconvénient que vous aurez aussi sur le document PDF. Ce qu'on appelle un inconvénient, donc c'est une conséquence négative, un risque que comporte ou que peut comporter une situation, d'accord? Et vous avez ensuite la réponse de Diderot, d'accord, qui amène une autre définition. Donc, je vous rappelle ici on travaille sur les définitions de mots. Voici ensuite ce que dit Diderot, et quelque mal qui soit sans avantage, pardon. Un avantage, c'est ce qui constitue ou apporte un profit matériel ou moral, d'accord? Donc on reprend ces deux répliques pour que vous les ayez en tête. Madame la maréchale, y a-t-il quelque bien dans ce monde-ci qui soit sans inconvénient? Est-ce qu'il existe en fait un bien qui soit sans inconvénient? Et quelque mal qui soit sans avantage, c'est-à-dire et un mal qui soit sans avantage? La maréchale répond aucun. Qu'appelez-vous donc mal ou bien? Le mal, ce sera ce qui a le plus d'inconvénients que d'avantages, et le bien, au contraire, ce qui a plus d'avantages que d'inconvénients. Madame la maréchale aura-t-elle la bonté de se souvenir de sa définition du bien et du mal? Je m'en souviendrai. Appelez-vous cela une définition? Oui. C'est donc de la philosophie? Excellente. J'ai fait de la philosophie?
On continue. Vous voyez que là, donc pour la suite du texte, j'ai beaucoup plus de définitions. Donc, il va falloir vraiment que j'envisage le texte pas à pas. C'est pour ça que je me permets une deuxième relecture. Ainsi, vous êtes persuadé que la religion a plus d'avantages que d'inconvénients. Et c'est pour cela que vous l'appelez un bien. Oui. Pour moi, je ne doute point que votre intendant. Vous voyez le petit 3 ici, la note signifie que je dois me reporter en fait aux définitions. Alors, qu'est-ce qu'un intendant? C'est en fait un fonctionnaire, tout simplement, c'est une personne de l'intendance militaire. D'accord? Ça va pour tout le monde? Voilà, un intendant. Je poursuis donc le déchiffrage du texte. Pour moi, je ne doute point que votre intendant ne vous vole un peu moins la veille de Pâques. Donc Pâques, vous savez peut-être ce que c'est, mais je le rappelle ici. Je ne doute point que votre intendant ne vous vole un peu moins la veille de Pâques. Pâques, en fait, est une fête chrétienne célébrée en mémoire de la résurrection du Christ. Vous avez compris qu'on va parler de religion une fois encore. Ça va? On poursuit l'étude du texte. En avant, je réduis tout ça. Voilà. Donc, pour moi, je ne doute point que votre intendant ne vous vole un peu moins la veille de Pâques que le lendemain des fêtes, et que de temps en temps, la religion n'empêche nombre de petits maux et ne produise nombre de petits biens. Petit à petit, cela fait somme. Mais croyez-vous que les terribles ravages qu'elle a causés dans les temps passés et qu'elle causera dans les temps à venir soient suffisamment compensés par ces petits avantages-là? Songez qu'elle a créé et qu'elle perpétue la plus violente antipathie. Alors, que signifie le mot antipathie? Le mot antipathie, vous voyez, correspond en fait à la note numéro 5. Il s'agit... D'ailleurs, je vais vous montrer le terme ici sur le texte directement, vous le voyez. Donc, on essaie de faire correspondre depuis tout à l'heure des éléments avec d'autres éléments. Vous avez compris qu'un élément du texte va forcément renvoyer en fait à une note de bas de page. Voilà, ici par exemple. Donc, l'antipathie est une aversion instinctive à l'égard de quelqu'un, tout simplement, c'est un synonyme du mot haine, d'accord? Je reprends le texte. Songez qu'elle a créé et qu'elle perpétue la plus violente antipathie entre les nations. Il n'y a pas un musulman qui n'imagina faire une action agréable à Dieu et au saint prophète en exterminant tous les chrétiens qui de leur côté ne sont guère plus tolérants. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que là, je ne vais pas vous proposer une définition. Je vais tout simplement paraphraser le texte pour que vous le compreniez, ce que vous ne devez pas faire, on est bien d'accord, au brevet des collèges, pas de paraphrase. Donc regardez, je prends ici donc les notes de bas de page et regardez, en fait, j'ai donné le sens de la phrase dans la note numéro 6. Sens de la phrase. Tous les musulmans s'imaginent faire une action agréable à Allah en exterminant tous les chrétiens. Ça, c'est le sens de la phrase, d'accord? Donc, que je vais d'ailleurs relire. Donc, il n'y a pas un musulman, vous voyez la phrase, elle est en fait ici, elle est paraphrasée. La voici, la voyez-vous, elle est ici. Il n'y a pas un musulman qui n'imagina faire une action agréable à Dieu et au saint prophète en exterminant tous les chrétiens qui de leur côté ne sont guère plus tolérants. J'ai donc pour vous aider paraphraser cette phrase de la manière suivante en écrivant donc « Tous les musulmans s'imaginent faire une action agréable à Allah en exterminant tous les chrétiens. » Je reviendrai d'ailleurs sur le sens de tout cela. On continue le texte. Songez, donc c'est la ligne 47, songez qu'elle a créé et qu'elle perpétue dans la même contrée des divisions qui se sont rarement éteintes sans effusion de sang. Alors, le verbe perpétuer, je l'ai aussi défini ici, d'accord? Si vous regardez attentivement les notes sur votre PDF ou ici, perpétuer signifie faire durer quelque chose, le maintenir très longtemps, d'accord? Donc, si je reprends la phrase, ligne 45, songez qu'elle a créé et qu'elle a fait durer, pour paraphraser le texte, dans la même contrée, des divisions qui se sont rarement éteintes sans effusion de sang, notre histoire ne nous en offre que de trop récents et de trop funestes exemples. C'est pareil, vous allez trouver une définition du mot funeste à la note numéro 8. Que signifie funeste? Qui apporte le malheur avec soi, qui peut causer des conséquences extrêmement
négative. Ça va? On continue. Songez, ligne 50, qu'elle a créée, qu'elle perpétue dans la société entre les citoyens et dans la famille entre les proches, les haines les plus fortes et les plus étonnantes. Le Christ a dit qu'il était venu pour séparer l'époux de la femme, la mère de ses enfants, le frère de la sœur, l'ami de l'ami, et sa prédiction ne s'est que trop fidèlement accomplie. Alors, ce qui est important de retenir ici, c'est qu'en fait, là, on va dire que la réflexion de Diderot sur la religion s'alimente de références bibliques. Eh bien, figurez-vous que ce n'est absolument pas étonnant, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, Diderot a fait des études de théologie pendant 3 ans à l'université de Paris-Sorbonne. Avant de se dire, j'en ai ras-le-bol de la religion, je laisse tomber et je deviens philosophe. Et donc, il reste des traces de ses connaissances bibliques. Il reste des traces de ses connaissances bibliques dans... Pardon, je réponds au téléphone. Allô? Oui, c'est Pronote qui m'appelle, donc je vais raccrocher. Parce que, oui, attendez, non mais là je fais court, c'est pas possible. T'es en cours là? Les enfants, je suis désolé, on m'a téléphoné pendant que j'étais en plein cours. Évidemment, je suis chez moi et vous imaginez que les professeurs communiquent énormément entre eux parce que le télétravail, ça s'organise pas comme ça. Ça demande une montée en compétences, un boulot de dingue. Parfois, je sers de hotline. Enfin bref, voilà. Je suis avec vous. Je viens de mettre mon téléphone en silencieux. Je vous prie de m'excuser. Je vais donc continuer ce cours de français. En avant. Où est-ce qu'on en était au fait? Je sais plus. On va voir ça. Attendez, je reviens sur le texte. Voilà, donc oui, j'en étais effectivement au déchiffrage du texte, c'est-à-dire que je lis le texte et je vous rappelle donc les définitions. Et je disais effectivement, voilà, j'y suis. Je vous disais que Diderot avait fait des études de théologie pendant 3 ans et que ceci explique la référence biblique à la fin du texte. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, quand par exemple, si je vais trop vite, si je parle trop vite, vous pouvez à un moment donné faire pause dans votre enregistrement. Par exemple, là, vous savez très bien que je vous ai parlé du texte, qu'on l'a lu, qu'on l'a déchiffré. Donc, à un moment donné, vous allez forcément prendre votre cahier, écrire la séquence sur votre cahier, etc. Mais avant de le faire, moi, ce que je vous conseille, faites pause sur la vidéo, relisez le texte, et ensuite, on va traiter des questions qui sont des questions de brevet. C'est bon? En avant. Donc, on commence la première séance de la séquence 4. On va quand même vérifier que je ne vous dise pas de bêtises sur le numéro de la séquence. Voyons voir. Non, vous voyez, séquence 4, le dialogue argumentatif. Donc, en fait, on va noter. Pour l'instant, vous n'avez rien noté. Je vais donc revenir, au texte que j'ai laissé ici. Voilà. On va marquer le titre de la séquence 4, le dialogue argumentatif, et le titre de la séance. Alors, on note. Séquence 4. Décidément, vous voyez, je continue à faire des erreurs. Alors, voilà. Séquence 4. Vous marquez le dialogue argumentatif. Voilà. Ça, c'est le titre de la... Donc, vous prenez bien une nouvelle page, s'il vous plaît. Vous prenez une nouvelle page, vous marquez séquence 4, le dialogue argumentatif. Et donc, vous allez ensuite, comme je vous le dis, comme à mes élèves 6e, vous soulignez donc ce titre de la couleur qui vous sied. Donc, ça peut être du bleu, ça peut être du rouge que vous voulez. Tenez, je mets du bleu. Voilà. Séquence 4, le dialogue argumentatif. Et donc, on va marquer maintenant la séance, le titre de la séance, donc séance 1, donc étude du texte de Diderot, entre parenthèses, entretien d'un philosophe. Donc vous savez que, comme je travaille avec Interweb, voilà, vous le mettez comme ceci, bien sûr, hein, entretien d'un philosophe avec la maréchale. Alors, vous marquez pas, c'est pas la peine de marquer la maréchale 2 plus étoile. En fait, quand on marque des étoiles au XVIIIe siècle, c'est pour éviter de nommer la personne, d'accord? Donc, entretien d'un philosophe avec la maréchale. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Donc ça, je vais le mettre ici. Voilà. Si c'est trop gros, bien, je vais réduire sa taille. Ça, moi, je peux le faire. Vous, non, mais moi, je peux. Voilà. Comme ça rentre. Parfait. Et voilà. Donc, j'ai ici le titre de ma séquence ainsi que le titre de ma séance. Oui, tout va bien. Donc ça, vous devez le noter sur votre cahier. Qu'est-ce que ça veut dire?
vous devez le noter sur votre cahier. Ça veut dire qu'en fait, lorsque vous reviendrez au lycée français après la crise du coronavirus, c'était avant 5 ans, non pardon, après les vacances de Pâques ou avant, ce serait vraiment génial, d'accord? Lorsque vous allez revenir au lycée français, donc à la fin de la crise, je vous accueillerai en classe comme je vous accueille d'habitude et je vous demanderai de sortir vos cahiers de français. Et là, je vérifierai effectivement la séquence 4 qui a été faite à la maison. Donc, je vais voir effectivement tout ce que je vous demande. Les titres, les exercices, les questions sur texte, etc. Ça va? C'est clair? Donc, on fait exactement comme si on était au lycée français, sauf que vous êtes chez vous. Alors, on poursuit. Donc, on a noté effectivement ici, donc le titre de la séquence, le titre de la séance. Et vous allez à la suite marquer grand 1, grammaire et compétences linguistiques, d'accord, ce que vous avez ici. Alors, grammaire et compétences linguistiques, ce titre devrait vous parler parce qu'en fait, eh bien, c'est l'une des parties du brevet des collèges, d'accord? Vous avez une partie qui s'intitule grammaire et compétences linguistiques et une autre qui s'appelle interprétation de texte, ça va? Donc, on va déjà traiter les questions de grammaire. Quand on traite une question de grammaire au brevet des collèges, on n'a pas forcément besoin de se reporter au texte. Je dis pas forcément, parce que regardez par exemple ici, on vous donne en fait un numéro de ligne, la ligne donc 10, mais en fait on vous reporte toute une phrase. Vous voyez, on marque ici ligne 10, et c'est bien toute une phrase ici qui apparaît et sur laquelle porte en fait l'interrogation. Qu'appelez-vous donc mal ou bien? Voilà. Et donc voici les questions que l'on vous pose par rapport à cette phrase. Première question, quel type de phrase est employé ici? Ensuite, donnez un exemple de phrase du même type. Alors là, en revanche, vous voyez, donner un exemple de phrase du même type, cela signifie que vous devez vous reporter au texte. Vous voyez, en fait, le sujet me fait mentir. Quel lien établissez-vous entre le type de phrase et le dialogue philosophique? Ça, c'est déjà un peu plus difficile parce que c'est une question d'interprétation. Alors, d'après vous, quel type de phrase est utilisé ici? Vous savez sans doute depuis la classe de 6e qu'il existe 4 types de phrases. Donc, la phrase déclarative lorsque je pose un constat, la phrase interrogative lorsque je pose une question, la phrase impérative lorsque je donne un ordre ou un conseil, et enfin la phrase exclamative lorsque j'exprime une émotion. Ça va? Donc, regardons attentivement ici. On voit bien en fait que la phrase se termine par un point d'interrogation, d'accord? C'est une interrogation directe. Donc en fait, la phrase est au type interrogatif ici. Allez, on le note, on le marque. Donc c'est parti. Je vous rappelle qu'au brevet, il faut que vous rédigiez vos réponses. Donc je marque ici, en reprenant les termes de la question, le type de phrase employé ici est le type interrogatif. Attention, 2 R. Voilà, on a répondu à la première question. Donnez un exemple de phrase du même type. Pour pouvoir traiter cette question-là, il va falloir que je me reporte au texte, d'accord? Donc je vais chercher une phrase interrogative dans le texte de Diderot. Voilà, en avant. Donc, la première, par exemple, voyons voir. Ici, j'ai « Qu'appelez-vous donc mal ou bien ?» Je cherche une autre question. Je peux prendre par exemple la suivante. « Madame la maréchale, y a-t-il quelque bien dans ce monde-ci qui soit sans inconvénient ?» J'ai bien ici, on est d'accord. J'ai bien ici, on est d'accord, une phrase interrogative. Ce n'est pas la seule d'ailleurs. Regardons un petit peu. Cherchons les phrases interrogatives. « Et quelque mal qui soit sans avantage ?» Deuxième phrase interrogative. Qu'appelez-vous donc mal ou bien? Troisième phrase interrogative. En fait, vous n'avez que l'embarras du choix. Appelez-vous cela une définition? C'est donc de la philosophie. Bref, les phrases de type interrogatif sont légion dans le texte, d'accord? Donc on pourrait par exemple, pourquoi pas, prendre cette phrase-là, d'accord? Appelez-vous cela une définition que je vais capturer ici et placer à la suite de la réponse. Ok? Donc, voilà. Je retourne ici. Voilà le type de phrase employé ici, le type interrogatif. Donnez un exemple de phrase du même type. Et donc, c'est là que je vais coller effectivement ma phrase. Appelez-vous cela une définition? C'est une phrase interrogative, effectivement.
Alors, si je me contente de marquer « Appelez-vous cela une définition », je pense que je vais énerver les correcteurs du brevet du collège. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je fasse une phrase. Ceci, c'est une citation, d'accord? Ce qu'on voit là, c'est une citation du texte. En aucun cas, il ne s'agit d'une phrase de réponse, si je puis dire. Donc, je vais écrire à la suite « Appelez-vous cela une définition » est une phrase du même type. Et je marque un point, d'accord? J'ai intégré une citation dans une réponse. Ça va? Alors, on va passer maintenant. On vient de traiter ensemble la première question, donc, ici. Sauf que non, il me manque quand même quelque chose, pardon. On fera la deuxième question un peu plus tard, parce qu'en fait, je vais aller trop vite et qu'il me manque un élément de réponse. Oui, regardez, il me manque ceci. Quel lien établissez-vous entre le type de phrase et le dialogue philosophique? Alors, d'après vous, quel lien? En fait, il faut savoir que la philosophie, en fait, si je prends la philosophie antique, elle est surtout fondée sur un questionnement. Par exemple, quand Socrate, philosophe grec, s'adressait à ses disciples, eh bien, c'est par un jeu de questions, d'accord, qu'il amenait les disciples à réfléchir sur la vie et à prendre conscience d'un certain nombre de vérités qui nous échappent, d'accord? Donc, ce questionnement a d'ailleurs un nom, il s'appelle la maïeutique, et c'est par l'intermédiaire de la maïeutique que Socrate permettait d'accoucher les esprits. Donc, en fait, vous comprenez que le lien entre le type de phrase et la philosophie est absolument évident. La philosophie est un questionnement sur la vie et sur le monde. Donc ça, on va le noter en avant. Donc, on a dit quel lien établissez-vous entre le type de phrase et le dialogue philosophique. Je vais donc vous demander de noter la réponse suivante, d'accord, concernant la question sur le lien entre le type de phrase et le dialogue philosophique. Je vais vous demander de noter sur votre cahier donc la réponse suivante. Il y a un lien évident entre le type de phrase et le dialogue philosophique, car la philosophie est un questionnement sur le monde. D'accord? C'est clair pour tout le monde? Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de Socrate et de la maïeutique. C'est exactement de cela dont il s'agit. Ça va? Le type de phrase, il y a 4 types de phrases. Dans le texte, on parle de type interrogatif, d'accord? Et le dialogue philosophique est donc fondé sur un questionnement. Donc, on n'oublie pas ici de souligner le mot questionnement. Voilà, un questionnement. Ça va pour tout le monde? Alors, vous sautez une ligne maintenant et vous allez marquer petit 2, d'accord? Marquez donc petit 2 ici. Je vous lis la question. Quelle est la nature du mot Q apostrophe dans la phrase? C'est-à-dire dans la phrase qui est ici, qu'appelez-vous donc mal ou bien, d'accord? Et le mot Q apostrophe, vous le voyez, il est là, c'est évident. Alors, quelle est sa nature, d'après vous? Puisque c'est un terme qui sert à poser une question, d'accord? Vous voyez ici le point d'interrogation. Donc, Q apostrophe, c'est un pronom, d'accord? C'est un pronom, il n'y a pas de définition, c'est un mot qui remplace un nom. Pronom à la place du nom. Puisque c'est un pronom qui sert à interroger, ce sera donc un pronom comment? Un pronom interrogatif. Donc, on parlera de nature du mot, on dira aussi classe grammaticale, d'accord? Donc, vous avez marqué 2, et en dessous donc, vous allez noter la réponse en avant. Prenez donc vos cahiers, notez donc la nature ou classe grammaticale du mot Q apostrophe, voilà, est pronom. Alors, il y a plusieurs pronoms, vous le savez, il y a des pronoms personnels, démonstratifs, indéfinis, donc là, c'est ou relatif. Ici, c'est un pronom qui sert à interroger, interrogatif. D'accord? Voilà pour la classe grammaticale du mot Q apostrophe. Vous allez sauter une ligne pour la question 3. Vous marquez donc petit 3, ici. Vous marquez petit 3. Et donc, nous allons traiter la question ensemble. Donc, vous voyez, ici, vous avez encore une phrase que je vous lis. Madame la maréchale, y a-t-il quelques biens qui soient sans inconvénient? Et donc, les différentes questions qui sont posées ici concernent la phrase qui est en italique. C'est-à-dire, quelle est la nature de la proposition? Quel est le mode et le temps du verbe soit? Petit c, pour quelle raison ce mode
est-il utilisé dans la phrase? Pensez à la valeur sémantique des modes pour répondre à cette question. D'accord? Donc, c'est effectivement, c'est cet ensemble de questions-là que l'on va traiter donc pour une seule et même phrase qui est en italique. Ok? Voilà. Donc là, on va passer 10 petites minutes sur ce petit pavé, d'accord, sur ces questions-là. Alors, la nature de la proposition. Si je regarde ici attentivement, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai le mot qui, d'accord? Qui ne peut avoir qu'une seule nature grammaticale lorsque qui est placé après un nom, ce qui est le cas ici, puisque regardez attentivement, d'accord? On parle d'un bien, donc quelque bien. Le mot bien est un nom qui est en relation avec le nom bien, d'accord? Donc je disais, qui ici ne peut avoir qu'une seule nature grammaticale, c'est pronom, comment? Pronom déjà? Alors qui c'est que j'interroge par exemple? Alors on a dit qu'il y avait différents pronoms. Tout à l'heure il y avait un pronom interrogatif. Là c'est pas un pronom interrogatif, on est bien d'accord parce qu'il n'est pas placé en tête de phrase. En fait c'est un pronom relatif. Donc on a un pronom relatif et comme vous le savez par cœur, en fait le pronom relatif va introduire pour répondre à la question sur la nature de la proposition, le pronom relatif va introduire une proposition subordonnée relative. Alors en avant, vous marquez. Donc là, on a beaucoup de choses à écrire. En A, donc vous écrivez avec moi, petit a. Donc la nature ou classe grammaticale. Je marque la nature ou classe grammaticale de la proposition est subordonnée relative. Bien, ça c'est pour le petit a. Quel est le mode et le temps du verbe soit? Alors, c'est quel verbe ça soit? C'est pas le verbe soyez qui n'existe pas. Qu'est-ce que ça pourrait être? Regardez, je vais vous le conjuguer en espagnol, ce sera beaucoup plus facile. Que sea, que seas, que sea, que seamos, que seáis, que sean. Donc en fait, c'est le verbe ser. Ser qui est conjugué à quel temps ici? Au subjonctif présent. Si je prends estar, ce sera que esté, que estés, que esté, que estemos, que estéis, que esté. D'accord? Donc ici, on a le verbe être, d'accord? Pardon, excusez-moi. On a le verbe être, soit c'est le verbe être, qui est conjugué en fait au subjonctif présent, d'accord? Regardez, si j'ai un doute, qu'est-ce que je peux faire? Je vais remplacer en fait par le verbe faire. Madame la maréchale, y a-t-il quelques biens qui fassent et non pas qui fait, d'accord? Et on entend aussi la différence en espagnol entre hace et haga, d'accord? Hace, c'est le présent de l'indicatif, haga, c'est le présent du subjonctif. Ça va? C'est clair? Donc, on poursuit le cours. Ici, qu'est-ce que je marque pour petit b? Petit b, je vais donc écrire que le mode du verbe soit, c'est le mode subjonctif et quant au temps, c'est le présent. On ne vous a pas demandé le temps, marquez simplement le mode. Donc, le mode du verbe soit est le subjonctif. On passe à la question C, d'accord? N'oubliez pas que si je vais trop vite, vous pouvez faire une pause dans l'enregistrement, le temps de noter, ce qui est important de noter, d'accord? La question C. Pour quelle raison ce mode est-il utilisé dans la phrase? Pensez à la valeur sémantique des modes pour répondre à cette question. Quand je pose la question, y a-t-il quelques biens qui soient sans inconvénient? En fait, je n'envisage pas un bien en particulier, je ne pense pas à quelque chose de précis. Je me demande si en fait il existe dans la vie une chose qui soit positive. Vous voyez, d'ailleurs je dis qu'il soit positive, c'est-à-dire c'est une chose que j'envisage dans la pensée. Donc l'une des valeurs du subjonctif, c'est le mode, c'est justement celle-là, c'est d'exprimer la virtualité, d'accord? Quand on envisage quelque chose dans la pensée et qui n'existe pas forcément. Et d'ailleurs le subjonctif peut être utilisé dans la relative pour cela. Regardez par exemple, si je vous dis je cherche une voiture qui est blanche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait la voiture, je la connais déjà. C'est une Renault, c'est ma voiture, on va dire que c'est une Renault, voilà, bas de gamme, et donc je sais qu'elle est blanche, je sais que c'est la mienne, je la connais parfaitement, je la cherche. Ça va? Si je vous dis maintenant, je cherche une voiture qui soit blanche, ça veut dire qu'en fait je veux acheter une voiture, je sais qu'elle va être blanche, mais je n'ai pas l'idée du modèle. C'est une voiture que je garde, que j'ai dans la pensée, si vous voulez, qui n'existe pas encore, d'accord? Qui n'est pas matérialisée. Ça va? C'est clair? C'est l'une des valeurs du subjonctif. Donc, je reviens ici. Pour quelle raison ce mode est-il utilisé dans la phrase?
Donc, je vais marquer ce mode est utilisé, virgule, car le subjonctif, permet d'exprimer donc une éventualité, quelque chose donc de conceptuel, d'accord? Quelque chose qui est dans la pensée, quelque chose de conceptuel. Je vais me relire. Donc on a dit ce mode est utilisé car le subjonctif, pardon, il y a une faute de frappe que je corrige, car le subjonctif permet d'exprimer une éventualité, quelque chose de conceptuel qui n'existe que dans la pensée. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Donc, je viens de terminer ici la question 3. Voilà. Donc, c'est ça que vous devez noter sur votre cahier, bien évidemment. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Alors, je reprends la question 3 avant d'envisager la question 4. D'accord? Donc, on a vu que la nature grammaticale de la proposition, c'est en fait une proposition subordonnée relative. On a vu que le mode utilisé donc dans cette phrase, c'est le mode subjonctif. Et on a vu enfin, la valeur sémantique du mode. D'accord, le mode subjonctif permet d'exprimer une éventualité, quelque chose de conceptuel qui n'existe que dans la pensée. Passons maintenant à la question 4. Je vous lis donc la phrase. Songez qu'elle a créé et qu'elle perpétue la plus violente antipathie entre les nations. Bien. On a deux questions. Quel est le mode du verbe souligner? Et la deuxième question, pourquoi Diderot utilise-t-il ce mode verbal? Vous voyez qu'en fait ici, dans ce brevet blanc, eh bien, on vous pose de nombreuses questions sur les modes et la valeur des modes. Donc, on va y répondre pas à pas, d'accord? Si je prends effectivement le verbe songer, d'accord, que vous avez ici, songer qu'elle a créé et qu'elle perpétue. Qu'est-ce que je constate? Je constate en fait que devant le verbe songer, il n'y a pas de pronom personnel conjugué, d'accord? Pardon, qu'il n'y a pas de pronom personnel. Ni je, ni tu, ni vous, ni aucun des pronoms personnels que vous connaissez. Donc, il n'y a qu'un seul mode qui existe il n'y a qu'un seul mode personnel qui existe sans pronom. Quel est ce mode? C'est le mode impératif, d'accord? Donc, je vais d'abord répondre à cette question-là. Le mode du verbe souligner. Vous notez ça sur votre cahier, s'il vous plaît. Le mode du verbe souligner est l'impératif. Le mode du verbe souligner. Pourquoi Diderot utilise-t-il ce mode verbal? N'oubliez pas que Diderot, en fait, s'adresse à la maréchale de Broglie. D'accord? Je vous ai dit que en fait, c'est un personnage que Diderot connaissait, mais qu'il n'avait pas envie de nommer dans son œuvre. Donc, Diderot s'adresse à une personne et lui dit « songez ». Donc, en fait, c'est une invitation. C'est un conseil, d'accord? C'est un moyen d'établir la communication. C'est ça qu'on va noter maintenant. Donc, on a dit le mode du verbe souligner est l'impératif. Ça, c'est un fait, d'accord? Pourquoi Diderot utilise-t-il ce mode verbal? On va reprendre les éléments de la question pour formuler la réponse. On obtiendra donc Diderot utilise ce mode verbal, donc pour, eh bien, je vous disais, attirer l'attention de la maréchale, pour en fait formuler une invitation, d'accord? Diderot utilise ce mode verbal pour formuler une invitation. On dira une injonction, d'accord? Quand on fait une demande, d'accord? Une invitation, une injonction. C'est-à-dire que Diderot demande à Madame la maréchale, effectivement, de songer à quelque chose, d'accord? On pourrait d'ailleurs, ce serait tout à fait possible, paraphraser ce morceau de texte en disant Diderot demande à la maréchale de songer que la religion a créé, qu'elle perpétue la plus violente antipathie entre les nations. Ça va, c'est clair? Donc voilà pour la question 4. Vous voyez qu'on a, en fait, on a bien eu deux questions ici sur les modes. On a eu une question, si vous vous souvenez bien,
On a eu une question sur le mode subjonctif et sur la valeur du subjonctif. Et là, on a une question sur le mode impératif et sur sa valeur. Vous savez que il existe donc des valeurs pour les modes, mais aussi pour les temps. Par exemple, je vous parlerai dans pas très longtemps des valeurs du conditionnel, parce que c'est un petit peu délicat. Vous verrez que le conditionnel peut s'utiliser pour exprimer une demande polie, peut s'utiliser pour exprimer une hypothèse, pour exprimer en fait une foultitude de choses. Bref, il existe donc les valeurs des modes, et à côté des valeurs des modes, il existe les valeurs des temps. Souvenez-vous, valeurs de l'imparfait, du passé simple, les différentes valeurs du présent aussi que nous avons analysées en classe, à savoir le présent d'énonciation, le présent de quoi? De narration, de vérité générale, d'habitude, etc., etc. Ça va? Alors, j'en ai bientôt terminé avec la première partie grammaticale donc de ce brevet blanc, d'accord, que je ne vous ai pas donné. Donc, on va passer à la question suivante. La question 5, en fait, est un travail de réécriture. Vous savez que j'attache beaucoup d'importance à ce travail-là parce que je crois que réellement, c'est ce travail qui vous permet de réaliser des progrès en grammaire et des progrès au niveau de l'expression écrite, beaucoup plus que des rédactions finalement. En tout cas, c'est ce que je pense moi. Et donc, on va reprendre donc le texte qui est proposé ici et le réécrire en fonction des consignes qui sont données ici et que je souligne. Réécrivez cette phrase au type déclaratif en remplaçant le groupe nominal « les terribles ravages » par le mâle. Vous ferez toutes les modifications nécessaires. Ça va? Donc, le type déclaratif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement déjà que je vais me débarrasser du point d'interrogation. D'accord? C'est logique. Le point d'interrogation est lié au type interrogatif. Donc, puisque je passe au type déclaratif, je le supprime. Bon. Ensuite, il faut remplacer, ça c'est très fréquent dans le cadre du travail de réécriture, le groupe nominal « les terribles ravages » par le mâle. Alors en avant, vous marquez s'il vous plaît 5, marquez bien en fait réécriture. Et vous allez réécrire directement le texte avec moi. En avant, en tenant compte des consignes. Alors, croyez-vous, est-ce que je vais conserver croyez-vous d'après vous? Ben non. Pourquoi? Parce que quand j'ai une inversion du sujet comme celle-ci, cela signifie que cette inversion est liée au type interrogatif. Si, en fait, je transforme la phrase en une phrase déclarative, dans ce cas-là, je supprime l'inversion du sujet. Ça va donc donner, j'ouvre les guillemets, vous croyez, d'accord, j'ai supprimé l'inversion du sujet, vous croyez que, on a dit qu'on remplaçait les terribles ravages que vous avez ici, d'accord, on va remplacer les terribles ravages par, si je ne dis pas de bêtises, le mâle. Donc, attention à la modification en avant. Vous croyez, disais-je, vous croyez que le mâle, en avant, que, alors, que la religion a causé. Alors attention, on réfléchit. Pourquoi? Parce que regardez ici. Moi, ce que je vois ici, c'est un S. D'accord? Je vois un S. Ce qui veut donc dire que le participe passé s'accorde. Avec quoi s'accorde-t-il? La religion a causé quoi? Elle a causé que, c'est-à-dire les terribles ravages. Vous avez compris? C'est un effet de cascade, en fait. Que, ici, renvoie en fait aux terribles ravages qui sont placés avant. Donc, que se passe-t-il? Je vais écrire le participe passé causé en tenant compte des modifications, de l'exercice de réécriture. Puisque ici, ce n'est pas les terribles ravages, mais le mal. D'accord? J'ai remplacé les terribles ravages par le mal. La religion a causé quoi que, c'est-à-dire le mal. Donc, a causé et non pas es. Est-ce que vous m'avez suivi? Est-ce que ça va? Oui, je continue. Alors en avant. Vous croyez que le mal que la religion a causé, après ça ne change pas, dans les temps passés. Attention parce que au brevet, si vous faites des fautes de frappe, ça compte. Hein, donc soyez très vigilants. A causé dans les temps passés et qu'elle causera dans les temps à venir. Et qu'elle causera dans les temps à venir, voilà, virgule. Alors,
Regardez, c'est un exercice d'écriture que j'aime beaucoup, même si je le juge difficile. J'ai ici, comme vous le savez, le verbe être, soit, d'accord? Qui est conjugué à quel mode? Il est conjugué, on l'a vu tout à l'heure dans une question précédente, soit ici est conjugué au mode subjonctif. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'il est conjugué au mode subjonctif? Est-ce que vous savez? Tout simplement parce que vous avez une question. Et comme vous avez une question, en fait, eh bien, on envisage les choses dans la pensée. Mais si vous supprimez le type interrogatif, eh bien, les choses ne sont plus dans la pensée. Donc, du coup, vous allez remplacer le subjonctif par de l'indicatif. Regardez, vous croyez que le mal que la religion a causé dans les temps passés et qu'elle causera dans les temps à venir est, et non pas soit, d'accord? Et pourquoi est, parce qu'en fait, je ne parle pas des terribles ravages. Je parle du mal, d'accord? Je reprends la phrase. Vous croyez que le mal que la religion a causé dans les temps passés et qu'elle causera dans les temps à venir est suffisamment compensé. Alors, qu'est-ce qui est compensé? Est-ce que ce sont les terribles ravages? Non. Vous voyez dans la phrase ici, j'ai compensé est parce qu'en fait, ce sont les terribles ravages qui sont compensés. Du coup, effectivement, c'est logique. J'accorde ici le participe passé. Mais à partir du moment où je remplace les terribles ravages par le mal, dans ce cas-là, ce sera compensé et. Je reprends la phrase. Vous croyez que le mal que la religion a causé dans les temps passés et qu'elle causera dans les temps à venir est suffisamment compensé par ces petits avantages-là. Et c'est la fin de cet exercice de réécriture, d'accord? Voilà, c'est ça que vous devez noter effectivement sur votre cahier. Je fais le point sur les modifications. J'ai remplacé en fait les terribles ravages par le mal. J'ai ici rétabli l'ordre sujet-verbe, d'accord? J'ai en fait ici accordé le participe passé convenablement. J'ai remplacé en fait le subjonctif par l'indicatif, d'accord? Là aussi, j'ai fait un changement au niveau de l'accord du participe passé et j'ai mis un point à la place du point d'interrogation. Bien, j'en ai terminé, donc j'en ai terminé pour aujourd'hui. Cette vidéo de cours est donc considérée et donc achevée. Et donc je vais terminer toutes mes vidéos de cours par du travail à faire à la maison en fait. Donc là, ce que vous avez fait, c'est que vous avez suivi la vidéo comme si vous étiez en classe, d'accord, comme si vous suiviez mon cours. Vous n'avez pas pu intervenir, vous n'avez pas pu bavarder, vous n'avez pas pu être sanctionné non plus. Non, je plaisante. Vous êtes une classe adorable et vous le savez, on a d'excellentes relations. Qu'est-ce que je veux dire? Je terminerai chaque vidéo de cours, pardon, non, plutôt comme ça. Je terminerai chaque vidéo de cours par le travail que vous devez faire à la maison, outre le fait de regarder le cours. Ce que je vais vous demander de faire, c'est pour demain, puisqu'on se voit normalement demain, d'accord? Je vais vous demander de relire le texte de Diderot intitulé « Entretien d'un philosophe avec la maréchale 2 ». Je vais mettre ce texte sur It's Learning. Je vais créer sur It's Learning une nouvelle séquence. Si vous n'arrivez pas à vous connecter sur It's Learning, si vous ne voyez pas le texte de Diderot, ce n'est pas grave. Dans ce cas-là, il suffit de revisionner la partie de la vidéo où je vous lis le texte. Ça suffira largement. Et demain, donc, qu'est-ce que je prévois? Je prévois une vidéo où je vais continuer l'étude du texte, je m'attacherai à l'interprétation du texte que je n'ai pas fait, la deuxième partie du brevet. Et puis on continue comme ça, eh bien, jusqu'à ce que vous reveniez, d'accord? Et j'espère que ce sera le plus vite possible. Allez, je vous souhaite bon courage, on en a tous besoin. À très bientôt!